C'est dans la région de Détroit, au Michigan, que se trouve le centre historique de la production automobile américaine. C'est aussi à Détroit que Joe Biden a donné un discours historique pour un président des États-Unis. Les employés du secteur automobile sont alors en grève pour demander la préservation de leurs emplois et négocier leur salaire. En les rejoignant sur le piquet de grève, le président Joe Biden leur apporte son soutien. À l'approche des élections présidentielles de novembre 2024, cette intervention est très politique. Elle a lieu dans un État qui pourrait bien faire basculer le rapport de force, car le Michigan est depuis peu un swing state pour reprendre le terme consacré. Un État dont le vote peut être décisif pour le résultat des élections présidentielles. Mais cette intervention n'est pas seulement électoraliste. Elle s'inscrit dans la continuité de la politique de Joe Biden en matière de croissance économique et de transition énergétique. En effet, la création d'emplois bien rémunérés est l'un des axes majeurs de la loi la plus remarquée de sa présidence, l'Inflation Reduction Act. Une loi votée en août 2022 et qui a tout changé, ou presque. Quand on parle des États-Unis, on pense facilement à la consommation de masse, au gigantisme de ses villes ou à la force de son appareil industriel. Si ses émissions annuelles de CO2 diminuent depuis quelques années, elles sont les plus importantes du monde, juste derrière la Chine. Un pays qui n'a donc a priori rien d'écologique. Mais depuis quelques années, des activistes et des démocrates essayent de changer la donne. En 2019, en l'absence de plans suffisamment ambitieux pour respecter les accords de Paris, des organisations de la société civile et des personnalités politiques ont élaboré le Green New Deal, un document de 14 pages traçant les grandes lignes d'un plan de décarbonation de l'économie américaine. Il met l'accent sur la justice sociale pour accompagner les effets de cette transition sur les emplois et la population. Mais il a fallu attendre que les démocrates regagnent la présidence et la majorité au Congrès pour que le Green New Deal serve d'inspiration à une nouvelle loi climatique. Chez les démocrates qui suivent Joe Biden, l'idée est de dire qu'on peut à la fois stimuler la croissance et décarboner l'économie. Donc c'est vraiment cette idée qu'on peut parvenir à faire advenir un découplage entre la croissance économique, la production de biens et de services d'un côté, et l'empreinte climatique, l'empreinte énergétique, l'empreinte environnementale. Au cours des négociations au sein du camp démocrate, la proposition qui était née du Green New Deal s'est transformée peu à peu et a fini par prendre la forme de l'Inflation Reduction Act. L'Inflation Reduction Act, ou IRA, entend combiner transition énergétique, croissance et création d'emplois. Cette vision de la croissance verte, l'idée qu'on pourrait continuer à faire croître l'économie tout en la décarbonant, est aussi stratégique dans un contexte où la préoccupation principale des Américains est le pouvoir d'achat. En 2021 et 2022, l'administration Biden a fait passer plusieurs lois pour stimuler les secteurs stratégiques de la transition énergétique. Parmi ces différentes lois, l'une émerge en particulier, l'Inflation Reduction Act. L'Inflation Reduction Act doit être d'abord interprétée comme la loi relative au climat et à l'énergie la plus substantielle et la plus importante de l'histoire des États-Unis. On parle ici au minimum de 369 milliards de dollars qui vont être consacrés à la décarbonation de l'économie américaine sur les 10 prochaines années. L'IRA, c'est tout d'abord un très ambitieux plan pour booster les investissements dans les industries décarbonées. Parmi ces mesures, des crédits d'impôt pour les énergies renouvelables, le stockage d'énergie, l'hydrogène vert, mais aussi des subventions pour les réacteurs nucléaires existants et à venir. Il y a également des mesures pour la décarbonation de la mobilité, et notamment une subvention à l'achat d'une voiture électrique pour les particuliers. C'est vraiment une philosophie qui correspond à ce que les économistes appellent la politique industrielle. On identifie des objectifs, on voudrait par exemple développer une filière d'hydrogène vert et on décide d'investir des dizaines de milliards dans la recherche et le développement afin de créer les conditions du décollage de cette industrie qui est nécessaire pour la décarbonation. La logique sous-jacente est de créer de nouvelles filières industrielles, en stimulant à la fois les investissements dans la production, mais aussi la demande pour que ces produits puissent trouver un débouché.
one other important dimension, but it had many elements designed to maximize American production and Americans purchasing goods, vehicles that are manufactured or principally manufactured within the United States or within North America. Mais un plan climatique aussi ambitieux n'allait pas être voté si facilement. Et on a même longtemps douté que cette loi voie le jour. Si les démocrates s'accordent pour beaucoup sur le paradigme de la croissance verte, il y avait tout de même quelques sceptiques face à cette politique keynésienne. Or, la configuration du Congrès à ce moment-là a obligé plusieurs concessions sur le texte. Le vote de cette loi a eu lieu alors que les démocrates n'avaient qu'une majorité infime au Congrès et notamment au Sénat. Lorsque cette loi a été négociée, un sénateur en particulier a joué un rôle très important, c'est le sénateur de Virginie-Occidentale qui s'appelle Joe Manchin, qui lui était très sceptique quant à l'Inflation Reduction Act, qui a longtemps fait penser aux observateurs que cette loi ne serait jamais votée. Joe Manchin est plutôt partisan d'augmenter la production d'énergie aux États-Unis, quelle que soit sa source, car il souhaite avant tout stimuler l'économie américaine. Si Joe Manchin n'avait pas accepté de voter pour l'Inflation Reduction Act tel qu'il se présente aujourd'hui, aucune loi n'aurait été votée. Il fallait qu'il fasse des concessions auprès de Joe Manchin. Si l'IRA fait la belle part aux énergies vertes, on n'y trouve aucune limite à l'extraction d'énergie fossile. D'ailleurs, dans son titre même, cette loi présage d'un certain compromis en permettant de lutter contre l'inflation. Or, on entend parfois dire que la transition coûterait cher. S'il coûterait en réalité bien plus cher de ne rien faire, la question du financement de la transition reste cruciale. On a parlé tout à l'heure de plus de 360 milliards de dollars de crédits d'impôt. Mais d'où vont-ils venir exactement ? L'Inflation Reduction Act présente un procédé très malin. Un volet recettes avec des mesures permettant à l'État de faire des substantielles économies, et un volet dépenses pour investir. La partie recettes comporte elle aussi la patte de Joe Manchin. Il ne voulait pas que les dépenses soient plus importantes que les recettes. Donc il y a cette volonté à la fois de ne pas avoir des dépenses trop conséquentes, mais aussi d'avoir un volet recettes qui permette en fait de diminuer la dette. Et ça, c'est vraiment une partie extrêmement importante de tout l'Inflation Reduction Act. L'IRA comporte ainsi des mesures pour réduire le déficit américain. Par exemple, en permettant à Medicare, le système d'assurance santé géré par l'État, de négocier le prix de certains médicaments. Mais si on sait plus ou moins estimer les recettes qui pourront être réalisées, le montant des dépenses, lui, est beaucoup plus flou. En fait, personne ne sait combien l'IRA va coûter. Et une des raisons, c'est que ce sont des crédits d'impôt, c'est-à-dire que les entreprises et les particuliers peuvent réduire leurs impôts, faisant des dépenses ou des investissements éligibles à l'IRA. Et ces crédits d'impôt ne sont pas plafonnés. C'est-à-dire que les entreprises ou les foyers peuvent en demander autant qu'ils veulent. Il n'y a pas de limite budgétaire. Il est donc possible que les crédits d'impôt accordés par l'IRA aillent même bien au-delà des 360 milliards de dollars que nous avons évoqués. Toutes ces dépenses sont censées propulser les secteurs de l'industrie américaine pour leur permettre de rivaliser avec le reste du monde. Rappelons aussi que cette loi s'inscrit dans un contexte de compétition avec le rival des États-Unis, la Chine. L'IRA veut certes accélérer la transition, mais il veut le faire en stimulant l'économie américaine. Il y a donc un volet très fort sur le contenu local de la production et la création de chaînes de valeur. Actuellement, il y a beaucoup d'investissements dans le photovoltaïque aux États-Unis, beaucoup d'investissements dans les batteries, donc des gigafactories de batteries de stockage, beaucoup d'investissements aussi dans les voitures électriques. Ça ne s'arrête pas là, il peut y avoir l'hydrogène vert, qui va être peut-être une filière importante à l'avenir, la géothermie également. Donc en fait, vous voyez, il y a beaucoup d'industries du futur liées au clean tech, aux énergies vertes. Un début de l'IRA, c'est de s'assurer que les États-Unis soient présents dans cette industrie. Si cette promotion de la production nationale peut faire consensus au sein de la plupart des démocrates comme des républicains, elle n'est pas suffisante pour garantir l'acceptabilité de la transition énergétique par le reste de la population. La transformation de l'économie, en remplaçant certaines industries par d'autres, risque d'avoir des effets importants sur les emplois et la population. C'est pourquoi le Green New Deal comportait un volet social. Ces éléments sont importants pour l'acceptabilité de toute politique énergétique,
et pour assurer une certaine justice sociale. L'IRA dispose donc de plusieurs mesures en la matière. En fait, les crédits d'impôt dont je parlais sont plus importants si l'investisseur s'engage à bien payer ses ouvriers. Donc, il s'engage à payer plus que le salaire minimum. Par ailleurs, s'il s'engage à accepter qu'il y ait un syndicat dans l'entreprise, le crédit d'impôt sera plus élevé. Par ailleurs, l'IRA définit la notion de communauté énergétique des territoires qui sont en période de transition. Par exemple, les territoires qui sortent du charbon. Je pense par exemple au Midwest ou à la Virginie occidentale, des centrales à charbon qui ferment, des mines de charbon qui ferment. Donc il y a un vrai problème social, un risque de chômage élevé. Dans ces territoires, en fait, l'IRA est plus généreux. Il y a des subventions plus élevées. Sur le papier, donc, l'IRA semble regrouper plusieurs éléments intéressants. On récapitule: des mesures pour décarboner l'électricité, pour développer la mobilité électrique, pour favoriser le contenu local et les emplois, et pour réduire le déficit américain. Près de 2 ans après le vote de cette loi, peut-on parler de recette miracle ? Deux ans après le vote de la loi, s'il est encore trop tôt pour tirer un bilan, on peut déjà noter un impact sur la croissance de l'économie américaine. Avec la politique monétaire restrictive, on s'attendait à une récession aux États-Unis. Il n'y a pas eu de récession, en fait. La croissance a continué, le chômage est resté bas. Et donc, c'est l'aspect keynésien de stimulation de la demande. Et donc, l'IRA a aidé effectivement à soutenir la croissance américaine. Mais la plupart des effets de la loi se verront sur le plus long terme, car la mise en œuvre des investissements dans les infrastructures prend du temps. On parle d'infrastructures qui vont être développées dans les années et les décennies qui viennent. On parle de faire naître de nouvelles filières, comme des filières autour de la capture du carbone. Ces effets tangibles ne se feront sentir qu'au fil des années. Il est donc probable que l'IRA ait des effets bien plus importants sur l'économie. Mais ces succès masquent 2 éléments importants. Le premier, ce sont les secteurs qui sont hors du champ d'action de l'IRA. Un plan climatique doit concerner l'ensemble des secteurs de l'économie. Or, l'IRA ne dit rien de la décarbonation de l'industrie, par exemple. Là où l'IRA est absente, c'est sur le côté industriel. Donc les industries comme la sidérurgie, le ciment, la chimie ne sont pas touchées par l'IRA. Peut-être que si le président Biden est réélu et s'il a suffisamment de sièges au Sénat et à la Chambre des Républicains, il va peut-être lancer un deuxième volet de l'IRA qui sera concentré à ce moment-là sur les industries qu'on dit difficiles à décarboner. Sont également absents les secteurs agricoles et la mobilité. L'IRA ne prévoit rien, par exemple, pour diminuer l'aviation et ne remet pas non plus en cause un mode de déplacement centré sur la voiture. Sur l'agriculture, comme sur la mobilité, ce seraient des modes de vie qu'il faudrait changer. Or, dans un contexte politique où les élections s'annoncent très serrées entre démocrates et républicains, ces mesures seraient largement impopulaires et donc difficiles à porter politiquement. Le deuxième point à souligner, c'est qu'il n'est jamais question de sobriété dans le discours de Joe Biden. Et si l'IRA entend développer les énergies vertes, c'est sans nécessairement réduire la production des énergies fossiles. Et sur ce plan, les États-Unis sont d'ailleurs des champions mondiaux. En moins de 2 décennies, les États-Unis se sont transformés, à partir du milieu des années 2000, en un véritable géant de l'industrie du gaz, puisqu'ils ont commencé à utiliser de manière massive une nouvelle manière d'extraire du gaz naturel, qui s'appelle la fracturation hydraulique, fracking en anglais. En quelques années, les États-Unis sont devenus le premier producteur mondial de pétrole, mais aussi de gaz. Cette position n'est pas prête à être remise en question, notamment dans un contexte géopolitique où les États-Unis se placent comme un exportateur de gaz naturel liquéfié, ou GNL, un gaz condensé sous forme liquide et transporté par bateau. Au-delà des exports, la demande nationale aux États-Unis est aussi importante, autant pour le pétrole, dont dépend le secteur de la mobilité, que du gaz, qui représente près de la moitié du mix électrique. La part croissante du gaz permet de réduire la place du charbon, mais il ne s'agit pas pour autant d'une énergie propre, car son extraction est susceptible de rejeter du méthane, un gaz fortement polluant. L'Union européenne et les États-Unis se sont en fait engagés à diminuer les émissions de méthane d'environ 30% d'ici à 2030, à point de vue mondial par rapport à 2020. Donc ça, c'est vraiment une volonté de diminuer les émissions de méthane de façon très importante
et à court terme. On le retrouve d'ailleurs dans des mesures de l'Inflation Reduction Act parce qu'on a des amendes pour, par exemple, certains producteurs de pétrole et de gaz qui émettraient trop de méthane, et on le revoit aussi avec certaines mesures de l'Environmental Protection Agency. Pourquoi est-ce que c'est important de regarder les émissions de méthane? Parce qu'en fait, le méthane a un pouvoir réchauffement climatique particulièrement important par rapport au CO2, surtout si on regarde en fait à très court terme sur l'horizon des 20 prochaines années, le pouvoir réchauffant est à peu près 80 fois celui du CO2. En ce qui concerne les États-Unis, la marge de progression est importante, et cibler ces émissions de méthane est aussi crucial, sinon plus, que réduire les émissions de CO2. Avec ces différentes mesures, il est prévu que l'IRA contribuera à faire baisser les émissions de CO2 des États-Unis, comme on peut le voir sur cette courbe qui compare deux trajectoires d'émissions, l'une avec les effets de l'IRA et l'autre sans. Mais cela ne sera pas suffisant pour respecter les objectifs des États-Unis, qui sont de réduire les émissions de CO2 de 50 à 55% en 2030 par rapport à 2005. D'autres outils sont toutefois à disposition pour limiter les rejets de polluants. Par exemple, les règles imposées par l'Agence de protection de l'environnement. When we think about the American federal government approach to deal with climate change, there really are two distinct pieces to it. One, which obviously has received a lot of attention in the last couple of years, has been major spending or investments through the Inflation Reduction Act or infrastructure legislation. But there's also a separate track, and that is trying to make adjustments or changes under the U.S. Clean Air Act and take that air quality regulation and apply it to different areas of carbon dioxide or methane. N'oublions pas non plus de noter le rôle important des États dans une structure fédérale comme les États-Unis. Ils disposent d'une grande marge de manœuvre et peuvent mettre en place des politiques plus ou moins ambitieuses en matière de transition. One of the realities in energy and climate policy for over 20 years in the United States has been because our federal system gives so much power to states, they have enormous ability to influence the direction of policy. Even over the last couple of decades, we've seen in some states some major advances in renewables, wind and solar, energy efficiency, and decarbonization. Par exemple, la Californie, qui regroupe autant d'habitants que le Canada, possède son propre marché du carbone. Chaque État porte donc sa part de responsabilité, au-delà des mesures mises en place au niveau national et du président au pouvoir à ce moment-là. Il est évident qu'aujourd'hui, dans sa quête d'un deuxième mandat, le président Biden veut s'appuyer sur son bilan climatique, puisqu'il a, en matière législative, le bilan climatique le plus impressionnant de l'histoire des États-Unis, et de très loin, loin devant son prédécesseur Barack Obama. Et il aimerait utiliser ce bilan comme une manière de mobiliser son électorat, notamment chez les jeunes qui se sentent plutôt à gauche et qui ne sont pas très enthousiastes à l'idée de le voir à nouveau président pour 4 années de plus. L'issue des prochaines élections déterminera la position des États-Unis pour les prochaines années sur les thématiques climatiques. Or, ces élections s'annoncent serrées et Joe Biden devra défendre son bilan pour espérer gagner. Sur le plan de l'actualité économique, la question qui domine les discussions médiatiques et politiques aux États-Unis ces dernières années n'est pas la question du réchauffement climatique, n'est pas la question de la décarbonation de l'Inflation Reduction Act, c'est la question de l'inflation. Les républicains, et notamment Donald Trump, qui est aujourd'hui le leader incontesté du Parti républicain, vont mettre l'accent sur le débat énergétique et vont essayer de présenter l'administration Biden comme l'ennemi du rêve américain. Dans l'éventualité où Donald Trump serait élu une nouvelle fois président, qu'attendre des effets sur l'IRA et sur la politique climatique américaine? It's a little hard at this point to know exactly what would be attempted in the event of a second Trump presidency, and much of that would hinge on what happens in the elections for Congress, which is now very closely divided between the parties. En cas de majorité républicaine au Congrès, toutes les dispositions de l'IRA ne seraient pas forcément supprimées, mais certaines, sur lesquelles Donald Trump s'est exprimé vivement, comme les subventions aux véhicules électriques, pourraient être menacées.
Au-delà de l'IRA, les conséquences sur la politique climatique américaine pourraient être dramatiques. On the regulatory side, some of those provisions of the Clean Air Act that we were talking about, these are things that a newly elected president, regardless of Congress, could move pretty aggressively to limit or restrict or undermine. Au niveau mondial, une nouvelle présidence de Donald Trump pourrait mettre à mal les efforts réalisés sur la scène internationale ces dernières années. There's even been discussion that not only might a second Trump presidency remove the United States from the Paris Accords from a second time, but actually try to use other executive powers to make it hard for any president to ever put the United States back. Les enjeux politiques, sur le plan climatique comme sur d'autres, sont donc extrêmement élevés. L'issue des élections de novembre sera donc à suivre de très près. Quoi qu'il en soit, l'IRA reste une contribution significative et historique dans le sens de la transition énergétique. Il a inspiré d'autres initiatives, comme un renforcement du plan vert européen. C'est donc une pierre cruciale sur un chemin que les États-Unis doivent maintenant poursuivre pour atteindre la neutralité carbone.